Instant, ils ont dit sur CK TV, nous y sommes. Bonjour à tous. 5 escales ou 4 sont au menu de ce numéro. Nous serons au Nigeria, au Congo-Brazzaville, en Afrique du Sud, en Birmanie. Nous accompagne dans cette randonnée Adrien Moussou. Bonjour à vous. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs et bonjour à Jacques. Adrien Moussou est journaliste, promoteur et directeur de publication de l'Échiquier. C'est un quotidien. L'autre quotidien, c'est Matin Libre. Jacques Bocco, vous en êtes le rédacteur en chef. Bonjour à vous. Bonjour M. Kassa et bonjour aux téléspectateurs. Tout de suite, la première escale, nous sommes au Nigeria. Là, c'est l'ancien président Obasanjo qui parle. Il est important que les jeunes arrachent le pouvoir des mains de la vieille génération. Jacques, Obasanjo a parlé. Oui, il a parlé et tout de suite, je dirais qu'il a raison. Parce que quand vous voyez un peu partout dans le monde aujourd'hui, en matière de veille citoyenne, en matière de veille, sur l'action public, vous constatez qu'il y a beaucoup plus les jeunes qui critiquent ce que les gouvernants font, ces jeunes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe respectivement dans leur pays et particulièrement, disons en Afrique, nous voyons comment ça se passe sur les réseaux sociaux, sur les radios, les télévisions, les émissions de grogne. On ne rate aucune tribune pour se faire entendre. Maintenant, c'est qu'on a l'impression que ça s'arrête seulement à ces grognes, en tout cas pour la plupart des pays dans lesquels nous observons cela. Mais si la jeunesse n'est pas d'accord, si la jeunesse manifeste son mécontentement et ne va pas au charbon, comment on peut inverser la donne? Donc, moi, je pense que l'ancien président nigérian, il a bel et bien raison. Et Jacques, je continue avec Adrien, il dit « Il est temps pour les jeunes de prendre leur destin en main et d'éviter de subir la politique des dirigeants actuels qui, généralement, ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs proches d'abord. » Justement, en cela qu'une fois qu'ils se servent de ces jeux-là comme tremplin, le pouvoir obtenu, vous comprenez bien, on essaie de caser une minorité et puis le reste, on s'en fout, vous comprenez bien. Et il y a des frustrés, des mécontents. Mais toujours est-il qu'au même moment, après s'être servi de ces jeunes-là, lorsqu'ils viennent à se rébeller ou à descendre dans la rue, ils sont également prêts à les mater, en fait. C'est le terme, à les mater. Vous comprenez bien que là, il va falloir que ces jeunes comprennent désormais. Parce que si le président Olusegun, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, en est venu à cette conclusion, c'est parce qu'il a conscience de ce que véritablement faire de lance dont on dit, dont on parle, s'agissant de la jeunesse, oui, la jeunesse d'un pays, à y prendre garde lorsque vous êtes aux affaires, lorsque vous faites peu de cas de la situation qui est la sienne, vous risquez d'en faire les frais. Maintenant, vous savez que, ayant également pris conscience de la situation, ceux-là qui se servent souvent de ces jeunes-là pour parvenir à leur fin, lorsque je parle du pouvoir, les lois sont toutes trouvées également, les tailles, parce qu'on sait qu'en descendant dans la rue, souvent, la plupart de ceux qui descendent dans la rue, ce sont les jeunes. En grande partie, ce sont les jeunes. C'est eux qui animent les mouvements, c'est eux qui conduisent les mouvements. Soit on les infiltre, et mal organisés parfois, ils ont tout fait de vendre la mèche et les mouvements, les initiatives et actions qu'ils entendaient mener sont voués à l'échec et ils se font surprendre. C'est dit que véritablement, cette jeunesse-là, il va lui falloir également changer de mode opératoire pour véritablement se faire entendre par ces dirigeants parce qu'on a constaté qu'ils sont désabusés la plupart du temps. Donc ce n'est pas que le président nigérien invite à une rébellion systématique dans les États. Attention. Parce c'est ça? Parce que certains présidents en exercice dans nos républiques pourraient croire que leurs doyens, leurs aînés, incitent les jeunes de leurs pays respectifs à se rebeller. Il est pourtant dans le vrai, non, Adrien? Oui, il est dans le vrai. Mais chaque pays ayant ses réalités, il va falloir que les jeunes également usent de discernement pour ne pas se faire piéger. Je ne dis pas
que les jeunes ne sont et ne seront pas fondés à revendiquer leurs droits, à revendiquer le bien-être, sur le plan social d'abord, mais à dire que ça ne va pas lorsque ça ne va pas, et à dire parfois la vérité aux dirigeants lorsque lorsque l'heure sonne. Mais il va falloir qu'ils adoptent autre mode opératoire pour ne pas se faire mater pour rien. Ce sont les jeunes qui se font tuer dans les rues, dit-il, l'ancien président Obasanjo. Oui, les jeunes qui se font tuer dans les rues, et c'est même pour les vieux, ces mêmes jeunes qui servent d'échelle à ces vieux-là qui prennent le pouvoir. Mais au finish, je suis parfaitement d'accord avec le développement fait par M. Amoussou. Ces jeunes, une fois, après avoir servi d'échelle, et menacent après, descendent dans les rues, on les mate, on pique quelques-uns parmi eux, on les loge à la bonne enseigne, et puis, allez, le reste, on ne sait même plus à quoi ils servent. On œuvre, on fait tout pour les diviser. D'abord, il faut reconnaître qu'on parle des universités généralement, et ces universités qu'on met à profit, à contribution pour prendre le pouvoir, et après, on met en place des lois pour, pour serrer les choses, pour empêcher ces jeunes de manifester. Mais est-ce qu'il faut croiser les bras? C'est vrai que je fais partie de ceux-là qui disent que on a tendance que les choses ne changent pas et que ça passe, sinon ça va de mal en pis. Mais est-ce qu'il faut croiser les bras et se dire que c'est fini? Si, par exemple, Barack Obama n'avait pas dit Yes We Can, s'il n'avait pas cru s'il n'a pas osé en sa capacité à faire bouger les lignes, si le président Emmanuel Macron n'avait pas été au charbon, je pense qu'il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc les jeunes peuvent quelque chose, parce que quand vous observez un peu la base de la pyramide, les jeunes sont plus nombreux et les jeunes ont des idées. Les jeunes sont très intelligents, il suffit qu'ils se mettent ensemble, et puis je pense qu'on peut inverser la donne. Il y a un vieux au pouvoir chez lui, pourtant il ne ménage personne là, visiblement, Adrien. Justement, vous savez qu'entre-temps, oui, vous savez, c'est pas un genou qui est au pouvoir. Vous savez que entre-temps, entre les deux, là, entre ces deux généraux, se donne des coups, ce n'était pas la lune de miel. Bon, vous savez qu'en politique, parfois, l'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mon ennemi, ou vice-versa, vous comprenez bien? Donc, en temps, ils ont dû, mettre la balle à terre, et puis Obasanjo a commencé par fermer les yeux sur certaines déviances d'État. Mais il n'empêche véritablement que, selon moi, c'est pour préparer les prochaines échéances électorales au Nigeria. Parce que, en fait, ce n'est pas anodin, cette déclaration qu'il fait, parce que l'autre, pratiquement, est en train de passer 2 années, si je ne me trompe déjà. Bientôt, nous allons finir, les 4 ans vont passer, vous comprenez bien. Il prépare déjà la jeunesse, ou les jeunes de son pays, à un autre mode opératoire par rapport à la prise de conscience qui doit être la leur au Nigeria. Et par ricochet, vous comprenez que dans les autres pays africains, ça pourra également faire tâche. Ça vaut pour tout le monde. Oui, ça vaut pour tout le monde, seulement que... Et Jacques a évoqué les exemples de la France et des États-Unis. Obama, Macron. Oui, le cadre là-bas est tracé. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Que vous soyez dirigeant puissant, que vous soyez, vous ne pouvez pas. Vous comprenez, on ne peut pas se mettre à mater n'importe comment les jeunes dans la rue. En Afrique, mais non. Mais non, les dirigeants eux-mêmes, c'est la loi, quoi. On peut dicter la loi au fur et à mesure que ça évolue. On vous dit par exemple que sur nos campus universitaires, ça va de mal en pis. Mais rapidement, on donne d'autres instructions, on peut prendre d'autres arrêtés, d'autres décrets tout de suite, et puis on peut violer même les principes élémentaires des droits de l'homme. Mais aux États-Unis, en France, oh là là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez bien que alors les jeunes de ces pays-là ont plus de cran, de courage. Il n'est pas dit que les jeunes Africains n'ont pas de cran, de courage. Ils ont tout ça. Et Jacques, là, s'est développé. Ils sont intelligents, ils sont pleins d'initiatives, ils sont débordants, je dirais, d'initiatives. Mais il se fait que pour la plupart de nos dirigeants, lorsque ça commence sur nos campus universitaires,
tout de suite, il faut user de représailles. Les instructions sont fermes, matez-les. En fait, c'est ça, matez-les. Il faut les mater. Vous savez bien, ça se fait jusqu'à ce que mort s'en suive dans nos campus universitaires parce qu'ils savent bien que ce sont des foyers de contestation. Ils savent que la plupart des mouvements partent de là, même durant la période révolutionnaire. Oh là là, le grand militaire Mathieu Kérékou, quand même, hein, vous comprenez bien que lorsqu'on dit que les mouvements démarrent, et les mouvements de grève démarrent sur le campus, cela donne parfois le tournis à nos dirigeants d'Afrique. Il continue, Jacques. Oui. Quand les gens disent « Quand ces vieilles sorcières vont-elles sortir du chemin ?» Je leur dis qu'elles ne s'écarteront pas. Vous devez les faire sortir. Elles ne s'écarteront pas volontairement. Vous devez leur rendre la tâche inconfortable. Absolument. Et il ne mâche pas ces mots. Hein. Absolument. Ça appelle à une question d'organisation, une question de méthode, parce que Obasanjo, quand il était au pouvoir, lui-même n'était pas aussi jeune. Il n'était pas aussi jeune, mais quand il était au pouvoir, il n'avait pas sorti, par exemple, cette phrase. Donc, c'est ce qu'il est en train de vouloir faire comprendre à la jeunesse. Ne restez pas là pour attendre que ça tombe du ciel aussi facilement. Donc, c'est au prix de lutte, au prix d'organisation, au prix d'une certaine, disons, ténacité qu'il faut arracher le pouvoir parce que ça ne descendra pas aussi facilement du ciel comme du pain béni. Non, je pense que c'est vrai, ces dirigeants aussi ne se laissent pas faire aussi facilement parce qu'ils mettent en place des mécanismes pour avoir ces jeunes-là, soit on les affame pour qu'ils cèdent au premier jeton qu'on va leur lancer. Donc, c'est aussi cela. Quitte à la jeunesse maintenant de s'organiser, de se prendre au sérieux et de se dire que c'est de notre avenir qu'il est question et de l'avenir de nos enfants. De les balayer. De les balayer, tout à fait, par des voies aussi, disons, plus ou moins légales. Parce que M. Amoussou l'a dit, ce n'est pas par contestation, disons, violente dans les rues qu'il faut le faire. Mais il faut quand même se faire entendre. L'urne, c'est la meilleure voie. Oui, l'urne, mais en Afrique, ce n'est pas forcément le chemin le plus indiqué. Disons que c'est l'idéal, l'urne, mais l'urne, on sait comment ça se passe. Si on veut tripatouiller, on tripatouille au détriment de la jeunesse et rien ne se passe. Si vous descendez dans les rues, on vous mate sérieusement et vous rechignez et ça s'arrête là et la lutte continue. Donc, je vais peut-être en appeler à l'organisation de cette jeunesse, à une certaine méthode. Elle n'est pas organisée. Elle n'est pas organisée. On fait tout pour la diviser. Si elle veut se mettre ensemble, on la divise par elle ne comprend jamais. Elle ne comprend pas ce message-là. Elle comprend, mais est-ce que tout le monde peut se mettre d'accord sur... regardez comment ça se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On voit l'évidence, mais on nie. Juste parce qu'il y a des prébendes qui sont en jeu, peut-être 100 000 francs ou 150 000 francs le mois, et puis on vend son âme. Voilà, donc c'est comme ça se passe en Afrique. Tout se passe, disons, ce n'est pas une question de conviction réelle, mais une question de ventre qu'on règle au quotidien. Adrien, il a également profité de l'occasion pour présenter des excuses à la jeune génération pour les erreurs qui ont été commises par les anciens, dont lui. Dont lui, justement. Ah, il lui manquait que ce bout de phrase. Parce qu'il ne manquait que ce bout de phrase de sa part, sinon il aurait été incomplet. Vous comprenez bien? Oui, c'est le mea culpa. C'est le mea culpa, dis donc. Donc péché avoué est à moitié pardonné. Vous comprenez bien que ce discours, certes, plaira à cette jeunesse. Et oui, il y a aussi le contexte. Vous savez, avant, c'est comme certains leaders, c'est comme certains dirigeants aujourd'hui que nous avons vu, que nous voyons défiler, nous avons vu défiler dans nos pays. Hein. On vous parle de la FEAM, on a milité, mais en son temps, ils avaient les bourses facilement. Il y a le contexte. Vous comprenez bien, socio-économique. Eux, ils avaient facilement les bourses. Ils étudiaient aux frais de la princesse. Ils n'avaient pas autant de difficultés que les étudiants d'aujourd'hui. Vous comprenez bien. Il y a tout ça qui incite à lutter véritablement. Et la dignité n'était pas loin en ce moment. La dignité, les valeurs n'étaient pas loin. Mais aujourd'hui, comme Jacques l'a dit, 50 000, 100 000, 150 000. Et puis c'est fini. On vend non seulement son âme, mais on est prêt à aller livrer le secret du plan qui est en train d'être mis en œuvre, de la stratégie qui est en train d'être mise en œuvre pour ébranler un système politique. On est prêt à aller vendre la mèche. Vous comprenez bien, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, un problème d'organisation, un problème de prise de conscience, un problème de dignité et de retour des valeurs. Il demande pardon, Jacques.
Oui, maintenant, c'est quand il a fini de faire ça. Il l'a fait aussi. Il a fait. Je pense qu'il a géré le Nigeria par 2 fois. Voilà. Il a géré le Nigeria par 2 fois. Avec la baïonnette et l'autre fois de façon civile. Donc sous toutes les formes. Sous toutes les formes. Donc il a contribué au chômage de la jeunesse, à la privation de certaines libertés. Mais aujourd'hui, à l'écart ou à la touche, il voit mieux. Est-ce que quand il était dans le feu de l'action, il pouvait tenir ce genre de discours? Non. Je pense que le plus important ou l'idéal serait que ces dirigeants prennent du recul et sachent que lorsque ils sont au pouvoir, c'est pour travailler pour cette jeunesse qui les a aidés à prendre le pouvoir, à créer les conditions pour l'épanouissement de cette jeunesse. Cette jeunesse ne demande pas grand-chose, juste son épanouissement, juste l'emploi ou trouver peut-être 50 000 francs ou 100 000 francs, aller et revenir le soir, créer une petite famille, parce que aujourd'hui il y a des jeunes qui ont 40 ans. Du vol en moins, non? Oh, ça leur fait du vol en moins, tout à fait. Et puis peut-être en privant ces jeunes-là de leur liberté et en les affamant, ils sont plus serviables. Donc c'est peut-être le modus operandi des dirigeants et ils se le copient. Adrien, sera-t-il écouté en Afrique, Obasanjo? Je dirais progressivement. Cela que ça ne peut pas venir tout d'un coup. C'est vrai que cela fera prendre conscience. Que ça vienne de lui? Pardon? Que ça vienne de lui? Oui, parce que je disais tantôt que s'il n'avait pas de façon subtile présenté et fait son mea culpa, vous comprenez bien, ce serait œuvre inachevée. Mais il a dû reconnaître qu'il a également usé de ce genre de stratagème. Qui n'a pas forcément plu. Donc, je disais tantôt, péché avoué et péché avoué est à moitié pardonné. Oui, parce que ce n'est pas anodin. Et les jeunes, dans la plupart des pays africains, où depuis quelques décennies, je dirais, les droits élémentaires sont violés au quotidien. Vous comprenez bien? La jeunesse, les jeunes veulent bien s'organiser. Et il n'y a que des problèmes de restriction de liberté. Et quand on parle de restriction de liberté, ce sont les lois. Au Congo-Brazza. Nous y arriverons. Mais si vous le permettez rapidement, moi j'aurais exhorté le président Obasanjo. C'est vrai qu'il investit beaucoup dans l'agriculture et certainement ce sont les bras valides qui y travaillent. Mais j'aurais aimé qu'il fasse comme un certain Dangote dans son pays, qu'il crée les conditions pour que beaucoup de jeunes trouvent à faire, après avoir exercé bien sûr le pouvoir, après avoir profité de ce pouvoir-là, qu'il redistribue maintenant ce qu'il a pu prendre par 2 fois, comme je l'ai dit tantôt. Voilà. Nous passons maintenant en Afrique du Sud. Monsieur Jacob Zuma est enjoint de comparaître et de témoigner devant la commission aux dates fixées par celle-ci. Il n'a pas le droit de garder le silence pendant cette procédure. C'est la Cour constitutionnelle sud-africaine qui a parlé, Adrien. Oui, tel homme fait son lion se couche, dit l'adage. Après avoir géré la République sud-africaine dans les conditions que nous connaissons, après avoir perdu le pouvoir dans les conditions que nous connaissons également, où, bon, il doit répondre de certains dossiers, dont des dossiers relatifs à la corruption. Vous comprenez bien que chef d'État ou ancien chef d'État, on ne connaît pas. Et nous disions sur ce plateau, la dernière fois, que dans les pays anglophones, c'est un peu nuancé. C'est un peu nuancé. C'est le cas. Oui, c'est le cas parce que la Cour constitutionnelle, je crois que ça va dans ces pays un peu plus respectés. Je l'ai dit comme ça, un peu plus respecté. C'est sûr qu'après cette injonction qui lui est faite, il répondra. Parce que ça aurait été dans d'autres pays africains que nous voyons là, que nous connaissons là. Mais non. Et vous pouvez avoir des tonnes de dossiers de détournement, de corruption. Ils vont narguer. Mais ce chef-là vous nargue. Qui va oser te convoquer? Qui pourra le faire? Mais non, personne n'osera. Comprenez bien. Oui, donc c'est ce que nous souhaitons. Quand vous gérez, le moment venu là, vous devez pouvoir rendre compte en fait au peuple. C'est ça qu'il est question. Qu'il laisse simplement justifier
apporter des éléments d'appréciation au besoin pour tenter de se disculper. Vous comprenez bien? C'est la meilleure façon de laver son honneur. Mais je ne veux pas être oiseau mauvais augure pour M. Zuma. Ce n'est pas certain qu'il s'en sorte. Il dit qu'il est traité plus en accusé qu'en témoin. C'est pourquoi il ne veut pas répondre devant cette cour-là. Oui, elle est partisane. La cour l'a enjoint, certes, mais dans le même temps, il faut dire que Jacob Zuma est en train de défier cette même cour. Et tout le monde sait les conditions dans lesquelles, je pense qu'il a été déchu, il a perdu le pouvoir. C'est pour des actes de corruption supposés. Maintenant, on lui demande d'aller répondre. On crée une commission pour qu'il comparaisse devant cette commission, qu'il aille s'expliquer simplement. Normalement, comme M. Amoussou l'a dit, en Afrique, disons occidentale ou en Afrique francophone, je pense que ça ne se passe pas comme ça, ou sous d'autres cieux. On aurait pu le prendre et le jeter en prison, quand bien même il a été ancien chef d'État, on aurait pu le traiter ainsi. Mais on ne l'a pas fait, on est en train de respecter les droits, on le ménage. Mais dans le même temps, Jacob Zuma, il monte ses griffes, il présente ou monte ses caprices. Je pense qu'il a intérêt à obtempérer en attendant que les sanctions ne tombent, parce que je suis sûr que si il défie pendant longtemps cette cour, parce qu'il a fait du dilatoire depuis qu'il a quitté le pouvoir, il est en train de faire du dilatoire, il ne veut jamais répondre de ses actes. Je pense que si cette cour peut aller aussi loin, Jacob Zuma va perdre beaucoup de plumes et il n'a pas intérêt à ce qu'on soit dur envers lui, voilà. Et pas de la crédibilité des institutions. Est-ce un prétexte ou tu es dans le vrai, Adrien? Plus qu'un prétexte, ce sont des faux fuyants, en fait. Ce sont des faux fuyants. Il n'a qu'à répondre simplement, en fait. Il n'y a rien de plus compliqué. Et il n'y a rien de plus facile que ça. C'est bon, non seulement du dilatoire, mais il y a des faux fuyants. Vous comprenez bien, lorsque ça arrange... lorsque ça arrange, on veut bien se pavaner, on veut bien dire ce qu'on doit dire, on en dit même plus. Mais vous avez géré, c'est si simple que ça. Parce que le chef de l'État, celui qui a son successeur, ne veut pas le rater. Vous comprenez bien? Parce qu'il a été suffisamment mis en garde avant d'être élu. Et l'autre faiblesse, l'autre talon d'Achille du président Jacob Zuma, au niveau de l'ANC même, il est fragilisé, en fait. Parce que il serait demeuré aussi influent, aussi fort au niveau de son parti politique, l'ANC. Bon, que cela pourrait constituer également quelque influence. Vous comprenez bien, parce que ça joue. Mais il est fragilisé. Mais il n'a plus les ressorts qui lui permettront véritablement de tenir encore longtemps. Parce que, allez prendre garde, un beau matin, vous allez apprendre que, bon, on est allé le chercher de force. Et ce ne serait pas gai. Ce serait une vilaine image, en fait. Il dit, je ne suis pas le roi de la corruption. Il est apprenti alors, Jacques? Oui, même s'il n'est pas le roi, pourquoi il veut se rendre justice? Pourquoi Jacob Zuma veut se rendre justice? Pourquoi ne fait-il pas confiance aux institutions de son pays? Lui qui a exercé la plus haute fonction, quand il était au pouvoir, est-ce qu'il pouvait tenir les mêmes discours? Bien, quand il était au pouvoir, si on tenait ces mêmes discours vis-à-vis des institutions, peut-être qu'il a mises en place ou qu'il a... pour lesquels il a nommé des membres. Est-ce qu'il serait d'accord? Je ne pense pas. C'est pourquoi il aurait pu en amont éviter cela en essayant de bien gérer. Et c'est ce que nous disons quand on vous met là. Parce que c'est le peuple qui vous a confié une part de responsabilité. C'est le peuple qui vous a mis au trône. Il faut gérer et penser à demain. Quel que soit le temps que ça va prendre, je pense que ça finit toujours par ressurgir. Et c'est ce qui rattrape aujourd'hui Jacob Zuma. C'est sa gouvernance, c'est sa gestion qui le rattrape. D'où s'il avait bien fait, il ne serait pas... Pourquoi on n'a pas inquiété, par exemple, d'autres chefs d'État? Il y a quand même d'autres chefs d'État qui ont géré l'Afrique du Sud, mais ne sont pas avant lui. Avant lui, ils ne sont pas traités de la sorte. Donc, normalement, il doit faire son introspection et se dire qu'il y a quelque chose qui cloche et non tenir ses discours. Moi, je pense que le mieux, c'est d'aller d'abord répondre, quitte à faire confiance à la justice qui rendra certainement un verdict. Le verdict n'est pas encore rendu, mais il se fait déjà... il se rend déjà justice. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien comme image qu'il projette à la jeunesse sud-africaine.
Voilà. Il dit qu'il n'est pas le roi de la corruption, Adrien. Bon, il vous reconnaît comprenez quoi? bien, bon, J'y tout au suis, moins, mais... vous justement, parce que le français là, c'est clair, je ne suis pas le roi, quand même, il n'est pas loin. Bon, peut-être qu'il est roi Télé, vous comprenez bien? Donc, non, ça voudra tout dire. C'est déjà un aveu de culpabilité, vous comprenez bien déjà. Oui, il aurait pu dire qu'il n'en est rien à cirer. Il n'avait rien à cirer. Mais non, il dit qu'il n'est pas le roi de la corruption. Mais toujours est-il qu'il reconnaît que la corruption, après que par là, quand il était aux affaires, et quand il était aux affaires, parce qu'il y a tellement de dossiers, en son temps, au début de l'affaire, certaines preuves vont commencer à être exhibées, et qui pratiquement le confondent. C'est difficile de voler au niveau de l'État sans trace, Adrien, c'est ça? Ah, justement parce que ce que vous croyez faire aujourd'hui, vous ne savez pas quand est-ce que un collaborateur a dû avoir copie d'un document. Vous ne savez pas. Voilà pourquoi c'est un avertissement à tous ceux qui sont aux affaires. C'est vrai, ils font tout. Ah, ils font tout en Afrique, parce qu'en Europe, on a tout fait de déceler. Vous comprenez bien. Donc, en Afrique, la plupart de nos dirigeants font tout pour tout cacher, pour qu'on ne voit pas. Mais le meilleur vol, c'est celui qui s'opère seul, Adrien, vous le savez. Oui, celui qui se fait. On peut parler un jour. Mais il se fait que, dans nos trésors publics, pour sortir des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est vrai, il n'y a pas que au trésor, mais il doit y avoir quelques traces. Vous devez donner des consignes à quelqu'un tout au moins. Vous comprenez bien? Donc, il doit y avoir, parce que l'autre, celui-là se dira, demain, lorsque ça va péter, il faut quand même que je puisse véritablement chercher à me défendre. Alors, s'il n'a pas certaines preuves, ne serait-ce que de petits documents, qui pourront quand même devant le juge prouver que, il a reçu un ordre, alors, vous comprenez bien que non, c'est trop facile. C'est trop facile. Et comme on le dit souvent dans le milieu judiciaire et au niveau de la justice, lors d'un cours, un professeur a dit ceci. Lorsque, par exemple, vous êtes juge ou bien magistrat, et vous recevez quand même des ordres pour aller un peu contre les normes, et demander à votre supérieur hiérarchique de vous laisser un écrit. Nous n'en sommes pas loin là. Donc, surtout par les temps qui courent, où la technologie est avancée. Oh là là, il faut faire attention. Il dit qu'il n'a pas peur d'être arrêté et qu'il ne répondra pas. Il n'a pas peur persiste ses signes, Jacques. Il n'a pas peur d'être arrêté, mais il ne répondra pas. Alors là, je vois une dichotomie. Si on l'arrête, il peut répondre by force. Non, il dit non. Je ne réponds pas, venez me chercher. Soit on le présente devant la cour. Je peux vieillir en prison. Bon, d'accord. Donc c'est une option. Non, je pense que c'est... Selon ce que M. Amoussi est en train de dire, oui, le pouvoir change de main, mais les dirigeants doivent savoir que ce ne sont que quelques personnes qui s'en vont, c'est-à-dire la tête et puis quelques collaborateurs. Sinon, l'administration reste. Et les preuves qu'on a tenté de cacher en temps peuvent ressortir à tout moment, puisqu'il y a certains qui continuent de servir la nouvelle administration, le nouveau pouvoir, le nouvel, disons, homme fort, et puis qui certainement veulent être dans les bonnes grâces, qui vont livrer certains secrets, qui vont vendre certaines, disons, mèches. Donc, je pense qu'ils ont intérêt à bien gérer, à bien gérer le pouvoir et surtout à respecter les normes tracées. Voilà. Alors, le cas Zuma doit donner des idées à certains chefs d'État par ici qui doivent dire, sur le continent, je veux dire, je meurs au pouvoir. Justement, parce que, Zuma est en train d'opter pour un extrémisme. En fait, c'est ça, parce qu'il n'a pas peur d'aller en prison. Non. Vous comprenez bien, parce que, sans aller vite en besogne, vous comprenez bien que le verdict sera implacable. Vous comprenez, si le procès devait véritablement avoir lieu, vous comprenez bien que après avoir usé de dilatoire et tout ça, Jacob Zuma en vienne à cette résolution, parce qu'en fait, c'est une résolution qui prend là en filigrane, ou une option. Il est prêt à aller en prison parce que, nous l'avons dit tantôt, par force, on va l'y contraindre. Vous comprenez bien? Parce qu'il sait que cela ne peut que finir par la prison. En fait, il doit se rendre. Soit on vient le chercher par force et on le jette en prison. Mais pour un ancien chef d'État, ça ne fait pas bien, ça ne fait pas sérieux. Donc il a intérêt à se présenter
quitte à ce qu'on l'envoie après en prison. Il faut assumer également. C'est ça également, être homme politique. Il faut savoir assumer parfois. Certains n'ont pas ce courage-là. On veut gérer, faire tout ce qu'on veut lorsqu'on est au pouvoir, commettre toutes sortes d'abus, en imposer aux autres. Et oui, avec tous les stratagèmes à une autre pareille, l'essentiel est qu'on s'en sorte à bon compte, on règle des comptes, on donne des coups. Mais au soir de sa vie, mais ou bien lorsque il vous vient l'idée que les heures ou bien les mois comment peut être comptés pour la fin de mon mandat, on a peur. On a peur parce que celui qui viendra, qui est celui-là, si on n'a pas essayé de parachuter quelqu'un, de le former rapidement pour qu'il soit le successeur. Et si le parti entend, on faisait défection au niveau du parti, on contestait, quelqu'un d'autre vient et puis il vous fait la fête. Vous avez vu ce qui s'est passé en Angola avec les 200, vous comprenez bien. Voilà. Donc il était à milieu de pensée. Tout à fait. Quand cédant le pouvoir à celui-là qui allait devenir l'homme fort de l'Angola, les choses allaient se terminer de la sorte. Vous comprenez bien. Donc, parfois, il y a des citadelles qui sont prenables. Comme ça, on ne veut pas devenir ancien chef d'État. C'est ça, Jacques? Oui, mais les deux ont des inconvénients. Que vous vous éternisez au pouvoir ou pas, je pense que les inconvénients sont là tout de suite, parce qu'il y en a qui finissent très mal. Donc, que vous éternisez ou pas, je pense qu'il vaut mieux partir et bien que de vouloir s'éterniser ou de vouloir mal gérer. Parce que même si vous gérez mal et que vous placez quelqu'un de l'escarcelle au pouvoir, ça peut tourner au vinaigre. Quelqu'un de confiance peut venir demain et se retourner contre vous. Donc, il n'y a pas de garantie 100%. Le mieux, c'est d'opter pour la bonne gouvernance et l'intérêt général, je pense. Nous allons sortir maintenant de l'Afrique du Sud et nous descendons par ici. Nous sommes au Congo. Congo-Brazzaville. Et c'est le PADS qui parle, cette fois. Nous ne participerons pas à l'élection présidentielle du 21 mars, ni directement, ni par personne interposée, Jacques. Non, c'est assez explicite, parce que, bon, nous avions dit également la dernière fois ici qu'au Congo, bon, c'est vrai que nous ne sommes pas là-bas, mais les jeux sont faits. Ouais. Ce ne sera qu'une formalité, nous l'avons dit la dernière fois. Dit, ni directement, ni par personne interposée. Oui, parce qu'il se fait que dans la plupart de nos pays, parfois, il y a des vendus. Il y a des membres de vos partis qu'on essaie de débaucher. Vous comprenez bien, ils vont faire scission et on les recrute. Ils vont porter l'étendard de votre parti et on dit qu'ils ont pris part à l'élection et que cela désormais engage votre parti, en fait, pour acquis de conscience devant la communauté internationale. Vous comprenez bien? Et très tôt, l'opposition congolaise est en train de se démarquer là. Et parce que quand on parle de personnes interposées, c'est ça? Oui, là, moi j'ai souvent l'habitude d'utiliser le terme franc-tireur. C'est-à-dire ceux-là qui, exprès, chercheront à faire le jeu de l'adversaire. Il sera coopté, il sera pratiquement acheté. Les essais seront trébuchantes, Voilà, et puis, ils se portent candidat contre la décision du parti. Vous comprenez bien? Et on piège parfois le parti. Et ils ont été très clairs parce que lorsqu'on ne veut pas, on refuse. Très tôt le matin, cette opposition a pris ses responsabilités parce qu'il ne servirait à rien d'aller cautionner ce qu'on ne doit pas cautionner. Il n'y a pas qu'elle, Jacques. Il y a la convention des partis républicains. Ils disent qu'ils sont de l'opposition modérée. Ils n'y vont pas non plus. Ils sont modérés. Voilà. On l'a dit là pour l'émission passée. Quand on connaît le résultat, déjà, pourquoi servir de faire valoir? Il vaut mieux boycotter pour que cet argent serve à construire des écoles, à construire des routes, en tout cas à faire, disons, du social pour les Congolais. Si on sait que, comment il s'appelle, Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 36 ans, bientôt 40 ans. Il a 77 ans. Il vient au pouvoir. Sinon qu'il revient par le même mode opératoire. Donc, pourquoi cautionner ça à nouveau? Peut-être que l'opposition veut l'éprouver pour voir si la communauté internationale va réagir autrement. Si, par exemple, il n'a pas d'adversaire, s'il n'a pas d'adversaire réellement, disons, provenant
des partis légalement reconnus comme partis d'opposition, je ne sais pas comment il pourra dire qu'il a été réélu, à moins que la communauté internationale montre son vrai visage désormais. Sinon, si Sassou Nguesso n'a pas de concurrent réel, il lui serait difficile de dire qu'il a remporté ces élections. De toutes les façons, le 21 mars n'est plus loin. On va suivre de près ce feuilleton et voir comment ça va se passer. Comment il va s'en sortir si réellement le premier parti d'opposition, l'UPADS et puis la Convention ne prenait pas à cette élection. Je ne sais pas. Est-ce qu'il ira susciter la candidature d'un autre ou bien réussira-t-il à débaucher dans le lot quand bien même il y a ces avertissements? On va suivre de près. Que toute l'opposition d'un pays se retire, Adrien, c'est préoccupant. Ah oui. C'est plus que préoccupant, mais malheureusement, la communauté internationale, je regrette de le dire, ce sont les intérêts. Nous ne serons pas surpris que, nonobstant cela, la communauté internationale prenne acte de ce que, au soir du 21 mars 2021, le tout-puissant président Denis Sassou Nguesso a été réélu. Vous comprenez bien, c'est ça. Avec un bon score. Oui, parce que nous l'avons souvent dit, c'est maintenant qu'il faut faire entendre raison au président congolais. Et heureusement que les évêques ont donné la conférence épiscopale au Congo. Brazza a donné de la voix. Celle-là, hein. En Afrique centrale, généralement, ils sont puissants. Hein. Ils sont puissants. Bon, nous l'étions également en Afrique. Nous l'étions également en Afrique. Nous l'étions également en Afrique occidentale. Nous l'étions également. Mais pourquoi pas au Bénin également, nous l'étions. Bon, aujourd'hui, hein, vous savez, hein, bon, peut-être que les données ont changé. Les contextes peut-être ne sont plus les mêmes. Bon, je ne peux pas répondre à la place des évêques de ces pays-là. Mais nous l'étions également au Bénin, sur mon regard. Bon, retournons au Congo pour dire que oui, lorsque tout cela déjà commence pas à donner de la voix à l'approche d'une élection capitale comme celle-là, mais cela ne doit pas faire réfléchir, mais plutôt cela doit inciter cette communauté internationale à commencer par demander au président Sassou Nguesso, mais faisons beaucoup attention cette fois-ci. Mais vous allez constater qu'après on dira, bon, on a pris acte et qu'on invite les Congolais à la réconciliation, au dialogue, à la paix. Non, c'est dépassé. C'est dépassé. Justement, voilà qui encourage certains chefs d'État africains, mais à chercher à mourir au pouvoir. Parce que, bon, désormais, le pays leur appartient. Le pays devient leur propriété privée. Parce qu'ils ont droit de vie et de mort sur les populations. Parce que, justement, ils ont la baïonnette à leur disposition. Parce que ça finit comment? Les instructions données, matez-les. Tirez dessus au besoin. Je ne veux voir personne dans la rue. Vous comprenez bien? Et il s'ensuit le carnage. Donc, c'est maintenant que la communauté internationale doit réagir, mais pas après coup. Et nous constatons souvent que c'est après coup que la communauté internationale y réagit. Jacques, l'opposition donne 2 ans à Nguesso. Il prend ces 2 ans-là comme bonus. Oui. Et le temps de changer les textes et puis il se retire. Oh, est-ce qu'il va le faire? Il va se retirer aussi facilement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il préfère, à cette allure, à 77 ans, il n'a plus rien à perdre. 2 ans pour se retirer, sauf cataclysme. Pour prendre tout ce qu'il veut. Non. Tout ce n'est pas pris. Il ne lui a pas dit qu'il veut 2 ans. Est-ce qu'ils lui ont demandé combien d'années il veut encore? Peut-être qu'il veut se retirer à 100 ans. Ils ne savent pas. Donc, moi, c'est un leurre que de lui donner 2 ans. Après 2 ans, il va continuer parce que s'il arrive à renouveler son mandat, ce ne serait pas un mandat de 2 ans, ce serait un mandat de 5 ans. Donc, il aura 82 ans et ainsi de suite. On ne sait jusqu'à quand ce pouvoir-là va s'arrêter. Peut-être que c'est au dernier souffle que Sassou Nguesso pourra leur laisser leur pouvoir. Voilà. Adrien, l'opposition exige le retour de tous les exilés politiques reconnus comme tels. Il y a pandémie des exilés sur le continent, visiblement. Oui, parce que, bon, la plupart de ceux qui gouvernent dans ces pays-là ne veulent pas entendre parler de caciques, ne veulent pas entendre parler de ceux-là qui vont leur tenir tête, vous comprenez bien. Et lorsqu'ils sont ciblés, c'est à leur risque et péril. S'ils reviennent dans les républiques, soit ils reviennent, on les envoie en ouf. En attendant de terminer les mandats, en attendant d'avoir d'autres mandats, bon, et tout ça, au besoin de mourir au pouvoir. Et Sassou Nguesso, allez l'écrire. Mais ce n'est pas maintenant qu'il va laisser le pouvoir parce qu'il y a une seule chose.
la peur. On va m'envoyer en prison. Je serai jugé. Le sort de Zuma. Oui, je serai jugé. On va m'envoyer en prison parce que les autres ne me laisseront pas en paix. Mais ils vont m'envoyer aussi en prison. Voilà pourquoi nous l'avons dit. Bonne gouvernance, c'est quand nos affaires là, gère comme tu peux, mais fais l'effort. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais c'est aussi simple que ça. Vous avez un mandat de 5 ans, de 10 ans. Bon, gérez comme vous pouvez, mais faites l'effort d'être véritablement en phase avec les populations, avec votre peuple. Parce que lorsqu'on vient commettre trop de gaffes, on a réglé tellement de comptes, on a fait ci et ça. Et lorsque sonne l'heure de quitter le pouvoir, on a peur. Parce qu'il va quitter le pouvoir. Lorsque mes adversaires auront le pouvoir, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Que feront-ils de moi ? En fait, c'est la peur qui habite certains dirigeants qui ne veulent pas partir. Ils préfèrent mourir au pouvoir. À chaque pays ses exilés donc, Jacques ? Oui, sinon, on pouvait se demander, 36 ans au pouvoir, que font les Congolais et où sont-ils ? Au point où Sassou a pu se taper 36 ans et bientôt 40, 41 ans de pouvoir. C'est le mode opératoire. Il faut faire sortir du pays ceux qui sont à même, enfin les bras armés, les meneurs de lutte, les meneurs de foule. S'il n'y a pas de meneurs, si tout le monde est en exil, s'il n'y a pas quelqu'un à même de vous faire face, je pense que vous avez le boulevard ouvert et puis vous pouvez régner éternellement. Et ils appliquent ça comme une leçon bien sûre. Et apparemment, ça leur marche. Sinon, que ça lui marche, ça marche à Sassou Nguesso. Et sinon, il ne ferait pas 36 ans et bientôt 41 ans. Et tous ceux qui gênent, Adrien, sont envoyés au Niouf. Il y a Mokoko, par exemple, vous connaissez le général. Oui, le général. Il y a Salissa, ancien ministre, condamné à 20 ans. 20 ans, là, les chefs d'État se sont passés le mot. Ah bon, c'est notre peur de manche. C'est l'ère des 20 ans. Eh oui, parce que lorsqu'on t'envoie en prison pour 20 ans, c'est pour te décourager. Il faut te décourager à jamais. Il faudrait plus que tu songes à revenir au pouvoir, à chercher à conquérir le pouvoir. Il faut t'esquinter. Politiquement, il faut t'esquinter. De sorte que, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Le général, l'autre fois, difficilement il a pu. Je me demande même s'il a pu prendre aux obsèques, même de sa maman. Parce qu'il avait un parent qui était même décédé. Difficilement. Donc, vous voyez bien, il y avait eu une sorte de guerre, et puis entre les avocats, la famille, et tout ça. Mais non. On n'a plus de droit. C'est ça. Mais c'est dommage. C'est dommage. Et on dit que nous sommes en démocratie. Oui, au Congo, on dit que c'est l'aide de la démocratie, les gens sont libres de faire. Mais non, c'est pas ça véritablement. La communauté internationale, c'est maintenant le cas congolais, Congo-Brazza, là. Il y a déjà l'autre guépier, Congo-Kinshasa, parce que, ils ne sont pas complètement sortis de l'auberge. Parce que c'est autre chose qui se joue là-bas depuis quelques jours. Vous comprenez bien. Et là, alors, attendez-vous à voir certains refaire surface, et puis à des conflits avec lesquels on n'en finira pas. Maintenant, au Congo-Brazza qui est à côté, en tout cas, je crains. 5 ans, c'est vrai, Denis Sassou Nguesso va les obtenir encore facilement le 21 mars prochain, mais nous attendons de voir la suite. 20 ans pour les opposants, Jacques? Oui, mais le temps que celui qui est là, qui dirige... Le quantum est précis, là. Voilà. Peut-être ils font des estimations. Oui, pendant 20 ans déjà, j'aurais fait mon temps. Et probablement, je verrai si il faut peut-être renouveler à la suite des 20 ans là d'autres condamnations. Donc, c'est calculé. Donc, sans doute, c'est calculé. Oui, en 20 ans, on peut se faire une bonne santé au pouvoir. Donc, je pense que tout est bien calculé, tout est bien huilé, tout est bien mis en place. Et c'est comme un effet de mode, c'est une contagion et Congo-Brazza n'a pas échappé à la règle. Et si Sassou Nguesso voit ce qui se passe juste à côté de lui avec le Kabila, il va se dire que j'ai raison de ne pas laisser le pouvoir. Alors, parce que si Kabila avait imaginé cette vie dure qu'on est en train de lui rendre aujourd'hui, je pense qu'il n'allait pas aussi laisser facilement. Voilà. Et la conférence épique, on va vous en parler tout à l'heure, Adrien, elle dit quoi? Nous sommes en état d'urgence par rapport au Covid. On va à la présidentielle. Le dépouillement commence vers 18h. Oui.
tout le monde est chez lui. Oui. On fait dépouillement comment? Couvre-feu, peut-être qu'il ne dit pas son nom. Une sorte de mais Alors, justement, la conférence dit, moi ça me préoccupe. justement, vous aurez tout compris. Qui sera dans les bureaux de vote pour faire les décomptes? Mais les partisans de celui qui veut bien se faire renouveler le personne mandat. doit sortir. Justement, encore que lorsqu'il n'y avait même pas Covid, il n'y avait pas coronavirus, il n'y avait pas des couvre-feux au temps normaux. Mais vous savez ce que, pour essayer de transporter les urnes, les différentes opérations qui se font, pour proclamer celui qui a affaires élu, même si dans les urnes, il n'a pas obtenu les suffrages nécessaires. Vous comprenez bien que les évêques, bon, ils anticipent là. Hein, ils anticipent et ils auront tout compris. Et le peuple congolais, vivement que le peuple congolais comprenne également. On leur tire dessus, hein, ces prêtres-là. Oui, ils peuvent quoi? Ils n'ont pas les armes, ils n'ont que leur soutane. Maintenant, ils vont lever... Mais vivent au milieu du peuple. Oui, vivent au milieu du peuple. Opposants comme mouvanciers. Tout à fait. Maintenant, encore qu'on les taxe aussi d'être... de l'opposition tout de suite. Voilà, de l'opposition tout de suite. Et on refuse même de dialoguer avec eux. On refuse même d'écouter leurs propositions. Donc voilà ce que... Ils sont partisans. Ils sont partisans, voilà. Donc on les taxe et leur voix ne compte pas. Ils ne font même pas partie du peuple, il faut les isoler carrément. En ce moment-là, ils ne font plus partie du peuple. Mais quand il y a crise majeure, voilà, on les appelle. On a besoin d'eux pour régler des problèmes. Ah! Où sont-ils? Oui. Hein? En sous-main, on envoie des gens les démarcher, leur parler, qu'ils interviennent. Mais au grand jour, maintenant, lorsqu'ils veulent pas de parole de Dieu. Alors non. Attends. Oui, qui sont-ils ceux-là? Non, quelle Bible? Non. Vous comprenez bien? Donc, c'est dommage pour nous. Mais l'opposition qui ne prend pas part à l'élection, finalement, ça devient quoi? Djibouti, par exemple, c'est le cas. L'opposition, là-bas, dit également, je ne vais pas. Seulement, la consigne aux militants, ne restez pas à la maison. Allez faire le plein de bulletins nuls, bulletins blancs ou noirs dans les urnes. Justement. Quel message, là? Oui, parce qu'à ne pas le faire, les gens risquent de voter. En fait, d'estampiller. Hein? Tout. Oui, de tout estampiller. Parce que désormais, ça c'est au premier tour. Hein. Premier tour, désormais, c'est également la mode. C'est la mode. Premier tour, entre 70 et 80% parfois, vous comprenez bien. Là, on ne va pas oser aller à 99. Mais bon, ça pourrait venir un jour. Ça commence un jour et ça pourrait venir un jour. Donc voilà, c'est également une stratégie pour que demain ne vienne pas dire que oui, les gens estampillés, les bulletins, comme il se doit et que le président a été réélu haut la main. Vous comprenez bien, avec un score vraiment à une autre pareil. Qu'il est en phase avec le peuple. Le peuple aime bien son président. Mais à faire ça, Jacques, finalement, le monsieur va se retrouver face à qui? Mais il se trouve que... Ça va passer comment? Oui, mais c'est pour cela que je dis, est-ce qu'il ne faut pas en arriver là un jour? C'est-à-dire en arriver à éprouver le système au point où... C'est tout seul. Le système se retrouve seul. Parce que si on ne le fait pas, si on ne crée pas l'incident, apparemment, il n'y aura pas la thérapie qu'il faut. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers là? Je me pose la question, mais moi, particulièrement, je pense qu'il faut créer l'incident pour peut-être trouver la thérapie adéquate. Mais à faire ça, le monsieur va se trouver un plaisantin, Adrien. Face à lui, c'est pas compliqué ça, non? C'est sans vergogne désormais. Oui, mais ça se sait. C'est sans vergogne pour eux. C'est sans vergogne. Et surtout lorsqu'ils ont la communauté internationale, entre guillemets, dans les poches, oh là là, c'est vite joué. Pour eux, il n'y a pas de problème. L'essentiel qu'il demeure président de la République. Qu'il demeure. C'est eux qui règnent, qui gouvernent, en fait. C'est ça. Vous aurez compris que les rares fois où les partenaires techniques et financiers boudent, la communauté internationale boude, ce sont les rares fois là où il y a quelques intérêts là, par rapport auxquels ils ne s'entendent pas avec leur vis-à-vis, qui tient à rempiler ou qui tient à venir pour accéder au pouvoir. C'est les rares fois où il y a un problème et puis bon, on se tait, on constate, c'est fait. Et après coup, on vient dire, attention, parlez-vous, il faut qu'ils se parlent. On joue les messieurs bons offices. On dit, bon, il faut que l'ONU envoie des gens, des émissaires, tout ça. Mais après, on n'entend plus rien. Ou bien gouvernement d'union nationale. Oui. Jacques, c'est finalement vous qui avez raison.
Vous dites, il vaut mieux laisser ça après l'élection, laisser les monsieur au pouvoir. Oui. Ce sous-là, oui, ça fait des écoles. Absolument, ça fait partie. Vous maintenez ça Je maintiens, ça fait partie des moyens ou des méthodes pour créer l'incident. Parce que si on ne le fait pas, je pense qu'on ne va pas corriger ce qui ne va pas, ce qui cloche. Il vaut mieux qu'on le fasse une fois. Si la communauté internationale arrive à valider, à être pour, tant mieux. Maintenant, si la communauté internationale n'est pas pour, je pense que si on peut déjà laisser celui qui est là, qui se retrouve sans adversaire, valider son élection, si par exemple c'est 30 milliards ou 40 milliards qui ont été réservés pour l'organisation de cette élection, il prend ça et il construit des écoles, des infrastructures socio-communautaires à ses compatriotes s'il ne le détournait pas. On laisse tomber donc Jacques. Hein? Non, pas tout à fait. Vous savez, ce qui nous arrive là, il aurait suffi que ces partenaires techniques et financiers, ces diplomates-là, ne fassent pas langue de bois. Commence pas. Parce que par le passé, nous avons vu des diplomates, pourtant dans nos pays, qui vont voir les résultats pour leur dire non, ça ne va pas. Mais on nous dit que parfois, il faut que les différentes institutions de l'ONU, les partenaires là, il faut que ces situations adviennent pour qu'ils puissent justifier leur présence aussi dans nos pays. Mais pour que ça marche, il faut une mutualisation des efforts au niveau de la communauté internationale. C'est-à-dire, un pays ne s'aventure pas à le faire. Sinon, vous avez vu, on peut signer votre lettre de renvoi et on vous renvoie à votre pays. Donc, si, par exemple, il y a conjugaison des efforts, si tous s'y mettent, je pense que ça changera quelque chose. Oui. Voilà. Ça changera Dernière escale, la Birmanie. La régie, merci. J'exhorte la population à ne pas accepter cela et à réagir, à manifester de tout cœur contre le putsch mené par l'armée. Aung San Suu Kyi a parlé. Adrien. Oh, pauvre dame, pauvre d'elle. Vous savez, lorsque les militaires ont le pouvoir, il n'est pas facile de le leur arracher. Là, il parle également de fraude électorale, eux aussi. Mais il faut quand même... Cette affaire-là. Il faut trouver quelque chose. Il faut justifier ce qui est fait là. L'essentiel est qu'on ne malmène pas la pauvre dame pour rien. Vous comprenez bien, c'est vrai que l'élection n'a jamais été parfaite. Mais ce qui est fait là, vous savez, il se fait que dans certains pays, l'armée demeure encore toute puissante. L'armée demeure encore toute puissante. Bon, c'est avant ça que dans nos pays, l'armée était toute puissante. L'armée est redevenue la grande muette. Vous comprenez bien, subir des plans, ça facilite les choses. Mais dans d'autres pays, non, les militaires, ils demeurent toujours influents. Ils envoient clairement des avertissements aux dirigeants. Nous sommes toujours là. Il faut compter avec nous et sur nous. Les coups d'État s'est passé de mode, non, Jacques? Oui, même en Birmanie, je pense que c'est particulier. Même si depuis 2016, on est dans une transition démocratique, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est l'armée qui a régné jusque-là, qui avait plein pouvoir. Donc, en arrivant au pouvoir, en tant que chef du gouvernement, je pense que Aung San Suu Kyi devait s'attendre aussi à ça. Parce que l'armée, c'est vrai, on travaillait à détricoter un peu leur pouvoir, mais ce n'est pas encore ça. On n'y est pas encore arrivé. Et en Birmanie, l'armée a tout le temps géré le pouvoir. Et Aung San Suu Kyi aussi a quand même tiré le son de la gestion de cette armée, parce qu'elle a été bloquée à résidence surveillée pendant une dizaine d'années. Donc, je pense que c'est un problème particulier. Moi, ça me fait de la peine pour elle, parce que c'est l'incarnation même de la résistance, de la lutte, de l'engagement, surtout pour une femme comme elle, prix Nobel depuis 91. Et vous avez vu, ça ne ment pas. À l'international, beaucoup de voix s'élèvent pour condamner ce qui se passe en Birmanie. Les militaires s'en foutent. Oui, mais attention, si
des pays comme les États-Unis, l'Union européenne, en tout cas, si la communauté internationale s'y met réellement, je pense qu'on peut arriver à les décourager. Vraiment? Ouais. Adrien? Mais ce ne serait pas aussi facile que ça. À la limite, Mali, on a dit. oui, à la limite, on peut essayer de lui négocier une porte de sortie, mais pas plus forcément pour qu'elle reprenne le pouvoir. Et oui, parce que ce serait un affront pour ces militaires-là. Oui, mais pour que les militaires rendent quand même le pouvoir. Je n'en dis- mais c'est pas plus à elle. Je n'en dis quand même pas. Justement, plus à elle. Pour décourager le fait. Justement, mais... Il y a des restrictions. Oui. Ouais. Et cela doit pouvoir servir de leçon. À qui? Mais à certains dirigeants qui croient que, bon, puisqu'on a dit que l'armée doit désormais demeurer dans les casernes. Donc, un coup d'État, ça peut venir à tout moment, Après, oui, partout, c'est ça? Parce que, vous savez, je l'ai dit la dernière fois que j'ai comme l'impression que nous retournons aux périodes post-indépendance. Vous comprenez bien, parce qu'il va falloir que nous fassions beaucoup attention. Pour ne pas retomber. Pour ne pas retomber dans ces travers-là, parce que ce n'est pas du tout gai de nous revoir dans ces travers. Ce ne serait pas gai. Donc, voilà pourquoi la communauté... Vous avez vu, quand il y a ce coup d'État, la communauté internationale s'active maintenant pour décourager cela. Mais ce n'est pas un petit morceau. En Birmanie, ils vont tenir tête. Oui, ces militaires-là, à cette allure, ils vont tenir tête. À la limite, ils peuvent faire des concessions. Entre autres, c'est de trouver une porte de sortie honorable, au besoin, pour la dame. Maintenant, quant à lui permettre de revenir au pouvoir, je veux bien croire. Il lui a laissé la vie sauve quand même. Je pense que elle ferait aussi mieux d'aller se reposer. Elle a 75 ans. Ça suffit. Je pense. Elle veut mourir pour son pays. Non, je pense que quand vous le faites jusqu'à un certain niveau, il faut aussi aller se reposer, passer la main. C'est vrai, elle a su prendre la relève parce que son papa aussi a été, disons, un partisan, surtout au lendemain des indépendances en Birmanie. Elle est sur ses traces, mais à 75 ans, je pense qu'elle est une mémée. Et encore que elle a s'occupé de ses petits-enfants, c'est ça? Qu'elle a s'occupé de ses enfants qui ne sont même pas au pays. Je pense qu'ils doivent être en Angleterre. À sa place, vous laissez vos enfants dehors, non? C'est ça, Adrien? À l'intérieur, ils sont toujours en danger. En danger parce que il y a désormais pour elle un choix à faire. Et oui, comme Jacques le Sueur si bien. Mais comme Jacques le Sueur si bien, parce que vous avez vu, quelques 3 ou 4 jours après son arrestation, déjà ça commence pas déjà en avoir marre là. Vous comprenez bien, là, elle commence pas à en avoir marre parce que à la voir même, c'est normal. Lorsque vous avez des soucis, vous n'êtes plus rayonnant. Vous comprenez bien, c'est des soucis désormais. Qu'on négocie une porte de sortie, qu'elle aille se reposer et puis qu'elle aille s'occuper à d'autres choses. Et vous dites quoi, militaire, c'est ça? Continuer? Non, que s'ils veulent gérer une transition pour remettre de l'ordre, attention, je suis clair, s'ils veulent réellement remettre de l'ordre pour passer la main, je suis pour qu'ils gèrent cette transition et passer vraiment la main. Voilà. Merci à vous, Jacques. Merci à Adrien. Merci à vous, madame, monsieur. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.